Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour les hôtes Airbnb, surtout en hiver, c'est la gestion du chauffage. Comment faire pour réduire la facture d'électricité du chauffage et donc garantir la rentabilité de votre Airbnb l'hiver, tout en garantissant le confort et le contentement de vos voyageurs. C'est un exercice d'équilibriste un peu compliqué, mais vous allez voir, il y a des solutions que je vais vous décrire dans cette vidéo et je vais vous expliquer de A à Z ce que vous pouvez faire en fonction de votre situation. Le coût de l'électricité est de plus en plus élevé et il faut absolument trouver des solutions. Que vous soyez au gaz, à l'électricité, que vous ayez décidé de réinvestir dans des nouveaux chauffages ou que vous décidiez de moderniser vos chauffages existants, j'ai plusieurs solutions à vous proposer et je vous explique tout ça dans cette vidéo. La première solution la plus simple pour contrôler un peu le chauffage et éviter qu'il reste allumé quand il n'y a personne dans le logement, c'est déjà de le demander à vos voyageurs. Si vous gérez correctement votre logement Airbnb, vous devez envoyer au moment du check-out, au moment du départ du voyageur, une liste un peu de choses à faire, comme nettoyer la vaisselle, sortir la poubelle, des choses comme ça, ou enlever les draps. Donc ça dépend de votre règlement et de la façon dont vous gérez votre logement. Mais le jour du départ, le voyageur reçoit un message qui lui indique toutes les étapes à accomplir avant de quitter le logement. Et bien, dans ces étapes, vous prévoyez une section qui est de éteindre les chauffages avant de sortir. Donc ça déjà, ça résout un peu éventuellement le problème. Alors évidemment, tous les voyageurs ne vont pas éteindre les chauffages malheureusement. Certaines fois, ils ne vont pas le faire intentionnellement, c'est qu'ils ne vont tout simplement pas trouver comment éteindre le chauffage, ou alors ils vont oublier, ou alors ils n'ont pas envie de le faire tout simplement, parce qu'ils payent les frais de ménage par exemple. Et donc c'est pas non plus la solution idéale. La deuxième solution, c'est de profiter du passage de la femme de ménage pour intervenir sur les chauffages. Donc si vous gérez aujourd'hui un Airbnb, c'est que forcément vous effectuez un nettoyage entre chaque voyageur. Alors que vous le fassiez vous-même ou que vous passiez par une conciergerie, normalement il y a une femme de ménage qui vient nettoyer votre logement. Et bien dans la liste des tâches que vous indiquez à votre femme de ménage, vous rajoutez une étape qui est de soit d'éteindre les chauffages, si c'est ça qui vous convient, soit de le réduire et de le maintenir à une température plus basse, ou dans un mode de chauffage plus économique, comme le mode économique, le mode hors gel, etc., les modes qui existent sur vos chauffages. Le problème de cette solution, c'est que c'est pas optimal. Par exemple, si vous indiquez à la femme de ménage d'éteindre le radiateur à chaque fois, le prochain voyageur qui arrive va arriver dans un logement froid déjà, donc ça c'est pas non plus top d'un point de vue confort, et surtout il va devoir l'allumer lui-même. Donc il arrive dans un logement dans lequel il ne connaît pas vraiment le fonctionnement des chauffages et donc il va devoir aller manipuler et jouer avec les chauffages. Donc ça non plus c'est pas forcément simple et en plus la plupart des chauffages ont besoin d'un certain temps de chauffe pour que le logement atteigne la température voulue. En hiver, il peut arriver assez facilement que le logement descende à 14 ou 15 degrés. Donc pour réallumer le chauffage et réatteindre une température de confort de 20 ou 21 degrés, ça va prendre du temps. Et s'il rentre à 15 heures, et à 20 h ou à 21 h, on aura peut-être la température, mais c'est l'heure d'aller se coucher. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, c'est vraiment pas idéal. Si un voyageur a juste réservé une journée, il n'aurait pas pu se chauffer le moment où il est dans le logement. Donc c'est pas non plus top. Si la femme de ménage descend la température des radiateurs, ça non plus c'est pas optimal parce que s'il n'y a personne qui arrive les jours qui suivent le ménage, et bien dans ce cas-là vous allez consommer alors qu'il n'y a personne dans le logement. Finalement, la solution de la femme de ménage n'est pas non plus idéale. Et en plus, la femme de ménage peut oublier, ça arrive, de éteindre ou de régler les radiateurs. Dans les deux solutions que je viens de vous décrire, que ce soit le voyageur qui intervienne sur le chauffage au moment de partir ou que ce soit la femme de ménage qui le fasse entre chaque voyageur, les deux solutions ne sont pas idéales. Et les deux solutions nécessitent une intervention humaine. C'est ce qui fait qu'elles ne sont pas non plus idéales et pas super fiables. La troisième solution, c'est donc d'utiliser un système de chauffage qui peut être contrôlé à distance via Internet. Et donc pour ça, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est d'installer ce qu'on appelle un thermostat, donc c'est un petit appareil connecté qui va permettre de contrôler la température soit d'un de vos radiateurs, soit de tous vos radiateurs dans votre logement. Donc ça, il en existe de plusieurs marques, il y a le Google Nest, Netatmo, etc. Donc ce sont des thermostats qui vont s'installer soit sur votre système à gaz, donc votre chaudière à gaz, soit sur vos radiateurs électriques. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre système, s'il est possible aussi de les installer. Certains fonctionnent sans fil, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir communiquer avec les chauffages sans avoir à installer un système filaire si vous n'en avez pas déjà dans votre logement
entre le thermostat et les radiateurs. Si vous avez déjà un thermostat, c'est plus simple parce que vous pouvez utiliser le système actuel et le remplacer juste le thermostat par un thermostat connecté. L'intérêt d'utiliser un thermostat centralisé, c'est qu'il va pouvoir contrôler la température et donc allumer ou éteindre les chauffages pour rester dans la température de consigne. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si vous n'avez pas le budget ou vous n'avez pas les moyens d'installer un thermostat centralisé connecté, pour diverses raisons, parce que vos appareils n'y sont pas compatibles, ou parce que c'est trop cher, ou parce que vous ne pouvez pas l'installer tout simplement, et bien dans ce cas-là, il existe d'autres solutions. La première, c'est de tout simplement remplacer, dans le cas où vous avez des radiateurs électriques, vous pouvez les remplacer par des radiateurs dits connectés. C'est-à-dire que ce sont des radiateurs électriques qui vont être connectés directement à Internet. Donc chaque radiateur va être connecté en Wi-Fi à Internet et que vous allez pouvoir les commander à distance. Donc la même chose, vous allez pouvoir les commander, donc commander la température à distance. Vous allez pouvoir les programmer également à distance, les éteindre, etc., les allumer. Donc ça, c'est pas mal. La seule chose, c'est que c'est un budget. Donc ça veut dire que vous devez, si vous avez déjà des radiateurs électriques qui ne sont pas directement connectés, vous allez devoir les remplacer. Et donc là, vous allez compter entre 300 et 600 euros par exemple pour un radiateur de 1000 ou 1500 watts, donc par radiateur, pour les remplacer. Donc c'est un coût que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre dans son Airbnb. Donc si vous avez le budget, c'est la meilleure solution. Si vous n'avez pas le budget, ce que vous pouvez faire, c'est rendre connectés vos radiateurs électriques existants. Donc la plupart des radiateurs électriques depuis maintenant quelques années, même depuis assez longtemps, ont ce qu'on appelle un fil pilote. Donc qu'est-ce que ça veut dire un fil pilote? C'est un petit fil noir en plus des deux fils d'alimentation du radiateur qui va vous permettre d'envoyer des commandes de contrôle au radiateur. Donc ce fil pilote est très intéressant puisqu'en fait il peut être utilisé pour commander finalement le radiateur. Et donc il existe des solutions qui vont vous permettre d'installer un boîtier qui lui est connecté à Internet et qui va être relié au fil pilote de chacun de vos radiateurs électriques. Ainsi, vous allez pouvoir commander un ancien radiateur électrique disposant d'un fil pilote à distance via ce système. Et ce qui est bien, c'est que ce système-là existe à plein de tarifs. Moi, j'en ai vu sur Amazon, je vous mettrai le lien et l'image d'un thermostat que j'ai installé dans un de mes appartements. Et j'ai trouvé des appareils à des budgets très acceptables. Alors celui que j'ai trouvé, c'était je crois 19,90 €, ce qui est vraiment intéressant pour moderniser des chauffages existants. Alors attention, quand on utilise le fil pilote, c'est moins évolué que quand on a un radiateur connecté. Je m'explique. Quand vous avez un radiateur connecté, vous pouvez vraiment contrôler le fonctionnement du radiateur, c'est-à-dire la température dans le détail. Donc vous pouvez contrôler en temps réel la température. Quand vous utilisez un fil pilote, vous pouvez uniquement utiliser les mécanismes qui sont prévus par le fil pilote. Et donc la plupart des radiateurs ont un fil pilote qui va supporter quelque chose de standard qui sont des commandes fil pilote au nombre de 6. Et ce sont en fait des changements de mode et pas un réglage précis de la température du radiateur. Aujourd'hui, un fil pilote, ça supporte 6 commandes. Donc vous pouvez commander le fait d'éteindre le chauffage, de l'allumer, de le passer en mode confort, de le passer en mode économique, de le passer en mode confort -2, c'est-à-dire qu'il va passer à -2 degrés par rapport à la température de consigne du radiateur. Vous pouvez le passer en confort -1, c'est-à-dire qu'il va passer à 1 degré de moins que la température de consigne. Et je l'ai dit, la température économique, c'est à peu près 3,5 degrés de moins que la température de consigne. Donc vous pouvez commander ces modes et vous pouvez bien sûr les programmer en fonction d'un planning hebdomadaire. La différence avec un radiateur connecté, c'est que vous n'allez pas pouvoir contrôler précisément la température, mais vous allez quand même pouvoir réduire votre facture en ayant un programme intelligent qui réduit par exemple en mode confort -2 la nuit, parce que la nuit on est sous sa couette, on n'a pas besoin de maintenir le chauffage à 21-22 degrés constamment. Maintenant, il y a un problème essentiel, c'est que le fait d'intervenir sur votre chauffage à distance, alors que des voyageurs sont dans votre logement, ça peut être problématique. Parce que le voyageur, il va vouloir quand même régler son confort, régler sa température à sa guise, à la façon dont il préfère. Certains vont être confort à 19 degrés, d'autres vont vouloir 22 degrés, voire plus, pour être en température de confort. Ça, c'est vraiment subjectif et ça dépend vraiment des gens. Donc, il n'est pas complètement conseillé d'intervenir sur le chauffage sans prévenir ou en tout cas sans prendre en compte le besoin du voyageur. Et donc, c'est là que ça se complique un peu et que le radiateur connecté ou le thermostat connecté ne résoudra pas tous vos problèmes. Pour pallier à ça, déjà, peu importe la solution que vous allez choisir, il faut que vous laissiez la possibilité au voyageur de régler sa température. Donc, il faut qu'il puisse agir sur le thermostat ou agir sur le radiateur connecté pour régler la température qu'il souhaite, sa température de confort. Alors, pour éviter les abus, parce que le problème ce sont les abus, c'est-à-dire les voyageurs qui vont
utiliser à outrance ou de façon déraisonnée le chauffage. Là, il existe plusieurs solutions. Donc la première solution, certains radiateurs et certains thermostats vous vont permettre de régler une température maximale. Dans un menu d'administration, dans un menu pas accessible facilement, vous allez pouvoir dire le chauffage ne peut pas être réglé à plus de 22 degrés ou à plus de 21 degrés. Ça, c'est quelque chose que font beaucoup les hôtels. Donc ça permet de limiter tout simplement. Alors ça n'existe vraiment pas sur tous les radiateurs. Tous les radiateurs et toutes les marques ne permettent pas de faire cela. Donc c'est pas non plus une solution qui peut facilement être mise en place. Une autre fonction intéressante de vos radiateurs, c'est une fonction qui existe sur pas mal de radiateurs, c'est la fonction fenêtre ouverte. Ce qui fait que si le voyageur ouvre les fenêtres, le radiateur se coupe. Donc ça, si vous avez cette option, activez-la. L'autre solution, c'est bien évidemment d'indiquer à vos voyageurs de respecter des températures raisonnables de chauffage. La meilleure solution, c'est d'indiquer clairement dans le règlement intérieur de votre logement, par exemple sur Airbnb, qu'il ne faut absolument pas dépasser la température de 21 degrés, par exemple l'hiver, puisque 21 degrés, c'est quand même une température ultra confortable aujourd'hui, ou de ne pas descendre en dessous de 20, 19 ou 18 degrés l'été avec la climatisation. Alors pourquoi c'est important? D'une part, ça va raisonner le voyageur, donc il va pouvoir le lire et l'accepter avant d'entrer dans le logement. Et deuxièmement, si jamais il dépasse ces températures de consigne, vous aurez une preuve et vous pourrez faire jouer l'assurance par exemple Airbnb, où vous pourrez vous justifier auprès de Airbnb si jamais ça vous a coûté par exemple énormément en électricité et que vous voulez un dédommagement, ou si jamais vous laissez une note négative au voyageur et qu'il se plaint, vous aurez la preuve auprès de Airbnb qu'il a fait une utilisation qui n'était pas dans le règlement intérieur. Si vous ne l'indiquez pas dans le règlement intérieur, Airbnb ne pourra pas agir et vous dira que le voyageur avait tout simplement le droit de mettre le chauffage par exemple à 30 degrés. Attention, ce sont des cas qui peuvent arriver. Moi, j'ai eu le cas d'un voyageur qui faisait tout très bien dans le logement et qui a causé aucun souci. Par contre, de façon très étonnante, à chaque fois qu'il sortait du logement, il mettait le chauffage à 28 ou à 30 degrés. Et quand il revenait dans le logement, il repassait le chauffage à 21 degrés. Ce qui est complètement aberrant, n'a aucune logique et qui d'un point de vue écologique est complètement idiot. Si ça vous arrive, ça peut considérablement réduire la rentabilité de la nuitée parce que ça va très vite aujourd'hui avec des contrats par exemple d'électricité EDF. Vous pouvez vite vous retrouver avec des 10, 15, 20 euros de chauffage, voire plus si c'est une grande maison. Sur la journée. Donc si votre nuitée est à 50 euros ou à 60 euros, ça tue complètement la rentabilité de votre location. Alors quoi faire si jamais le voyageur abuse vraiment, comme dans la situation que je vous ai décrite, que j'ai eue moi? Alors vous avez une solution, c'est d'écrire au voyageur et de lui dire de faire attention et de réduire la température si vous la constatez par exemple, ou si vous avez une alerte de votre chauffage connecté. Le problème si vous faites ça, c'est que vous allez un peu le mécontenter. Et le risque, c'est qu'il vous laisse une note négative à la sortie de son séjour sur Airbnb. Donc moi, ce que je conseille, c'est de ne rien écrire au voyageur dans ce cas-là et de lui écrire à la fin, dans la review que vous allez lui faire à la fin de son voyage, en lui indiquant que c'est pas terrible d'avoir utilisé le chauffage ainsi, que c'est pas écologique et que c'est pas raisonnable. Ça permet d'indiquer à ce voyageur que c'est un mauvais comportement et surtout, ça permet de prévenir les autres hôtes que ce voyageur a un comportement déraisonné avec l'utilisation du chauffage. Autre solution pour réduire la facture, c'est bien sûr de bien isoler votre logement, donc ça évidemment. Mais surtout, il y a des petits détails que vous pouvez surveiller. Par exemple, si vous avez une porte d'entrée qui fait rentrer de l'air, c'est assez simple de mettre une barre d'isolation en bas de votre porte. Il en existe des très bonnes. Ça coûte 10 euros et vous vissez ça en bas de la porte et vous réduisez ainsi de l'air froid qui rentre. Si vous avez un système d'aération, réglez-le correctement pour qu'il n'y ait pas non plus trop d'air froid qui rentre. Si vous avez une VMC par exemple, tout en gardant bien sûr une aération de votre logement, mais faites attention à que vos aérations d'entrée ne fassent pas trop rentrée d'air froid. Il y a aussi évidemment d'autres solutions que vous pouvez faire à votre niveau, outre l'isolation bien sûr du logement, de point de vue plus global. Vous pouvez bien sûr mettre des volets isolants, vous pouvez mettre des rideaux isolants, etc. Il y a plein de solutions qui permettent quand même de réduire la note et d'améliorer le confort des voyageurs. Autre solution, c'est bien sûr d'agir sur le prix de l'électricité ou du gaz en agissant sur votre contrat d'électricité ou de gaz. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et que j'ai fait sur mes logements très récemment. Moi, dans mon cas, on est en janvier 2025, j'ai passé mon contrat qui est un contrat en tarif bleu à 25 centimes du kilowattheure chez EDF. Je l'ai passé sur un contrat qui s'appelle Zenfix et qui permet en fait de passer à un prix du kilowattheure entre 17 et 20 centimes. Ce qui fait quand même au moins 20% de moins sur la facture et ce qui n'est pas du tout négligeable quand vous faites de la location saisonnière ou même pour votre logement personnel d'ailleurs. Donc regardez avec votre fournisseur de gaz ou d'électricité s'il y a des options moins chères pour réduire la note.
Autre chose, c'est que vous avez aussi des façons de gérer votre chauffage. Donc vous avez des modes heure creuse, heure pleine qui vont vous permettre de réduire la consommation de votre Airbnb. Attention, si vous louez votre Airbnb à l'année, il va être utilisé constamment. Week-end, soir, journée. Et comme les voyageurs veulent un certain confort, le mode heure creuse, heure pleine ne fonctionne pas forcément. Alors il fonctionne si par exemple vous avez un cumulus pour votre eau chaude, donc un gros ballon d'eau chaude. Dans ce cas-là, vous pouvez jouer sur heure creuse, heure pleine pour ne chauffer l'eau que la nuit. Le problème, c'est que si vous avez un chauffe-eau qui est petit, comme les voyageurs peuvent arriver tous les jours et prendre une douche le matin ou le soir ou même dans la journée en arrivant, si votre cumulus est trop petit, vous n'allez pas pouvoir utiliser le mode heure pleine, heure creuse. Il faudra laisser votre ballon d'eau chaude en chauffage continu. Ça m'est arrivé sur un de mes logements, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Tout dépend de votre logement, tout dépend de la taille de votre ballon. Mais voilà, chose à savoir et du coup à régler dans votre contrat d'EDF ou de gaz. Moi, les solutions que j'ai utilisées, c'est la solution de connecter mes anciens radiateurs électriques dans un de mes logements avec la solution connectée qui permet de commander le radiateur par fil pilote. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un programme hebdomadaire, mais de façon assez intelligente qui permet de réduire la facture sans trop perturber le voyageur. Mon programme, il est assez simple, c'est que de l'horaire d'arrivée, qui est par exemple dans ce logement 15 h, jusqu'à 23 h ou minuit, ça dépend, je vais laisser le radiateur en température de confort. Donc la température de consigne. Donc c'est une température que la femme de ménage va placer elle à chaque passage et c'est la température que j'indique au voyageur et c'est la température que le voyageur peut régler s'il en a envie sur le radiateur. Donc confort entre 15 h et 23 h ou minuit. Ensuite entre minuit et 7 h du matin, il va passer en mode confort -2. Et donc s'il avait mis 21, le radiateur passe à 19 en réel la nuit. Sur certains radiateurs, cela ne se voit pas. Sur d'autres radiateurs qui ont un affichage digital, vous pouvez voir par exemple confort -2, donc le voyageur pourra s'en rendre compte, mais après ça reste quelque chose de raisonnable. C'est quelque chose qui est assez conseillé et donc normalement, cela, en tout cas moi je le constate, ça ne perturbe pas le voyageur outre mesure. En plus, si ça ne lui convient pas, il peut toujours augmenter un peu plus la température de consigne, malheureusement, et donc dans ce cas-là, il compensera la baisse. Ensuite, entre 7 h du matin et 11 h, qui est l'heure maximale à laquelle le voyageur doit quitter le logement, je repasse le chauffage en mode confort normal. Ensuite, entre 11 h et 15 h, là je le mets en confort -1. Pourquoi? Parce que dans certains cas, le voyageur, lui reste dans le logement, mais bon, confort -1, ça ne va pas changer la face du monde pour lui. Et si jamais c'est un jour de départ, eh bien comme il quitte le logement à 11 h, le chauffage diminue un petit peu le temps que le prochain arrive à 15 h. Voilà. Donc ce programme, à vous de voir en fonction de votre logement, en fonction de vos voyageurs, en fonction de la configuration de votre logement, de régler votre programme à votre guise. Moi, je vous donne l'exemple d'un programme que je teste en ce moment. À vous de voir si ça peut vous convenir ou pas. Bien sûr, vous pouvez toujours agir manuellement. Hein. Donc, par exemple, si vous avez aucun voyageur dans les prochains jours, vous pouvez tout simplement couper les radiateurs et les repasser en programmation au moment de l'arrivée ou la veille de l'arrivée d'un nouveau voyageur. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de solution parfaite pour gérer les radiateurs. La solution idéale aurait été de gérer la présence des voyageurs dans le logement, donc en fonction de la présence des voyageurs. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein, amener un détecteur de présence et d'automatiser le radiateur en fonction de la présence, mais c'est vraiment pas simple non plus parce qu'il faudrait prévoir aussi l'arrivée du voyageur, donc de préchauffer, etc. Donc c'est pas simple, c'est les solutions qu'utilisent certains hôtels par exemple, hein, qui dès que vous fermez la porte vont éteindre les chauffages ou baisser la température, etc. Donc après il ne faut pas non plus rentrer dans quelque chose de trop complexe ou ou que le voyageur ne comprendrait pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, c'est des choses que j'ai pas encore testées, mais j'ai vu que certains le faisaient avec succès également. Voilà, donc en combinant toutes ces solutions, normalement, vous allez pouvoir réduire votre facture d'électricité tout en ne contraignant pas trop vos voyageurs. Indiquez-moi en commentaire vos solutions, comment vous avez résolu le problème du chauffage. Moi, de ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite et de dire juste on met un chauffage connecté et ça va régler vos problèmes, c'est pas vraiment le cas, puisque vous devez toujours trouver un équilibre entre la liberté du voyageur et son confort et les économies de chauffage. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et moi, quand je vérifie un peu ce qui se fait et ce que les autres font, tout le monde a un peu sa solution. Donc je suis curieux de savoir la vôtre et ça permettrait aux autres de connaître votre méthode pour bien gérer le chauffage dans vos Airbnb. Donc en conclusion, les meilleures solutions sont 1. De responsabiliser votre voyageur, 2. D'installer des radiateurs connectés ou en tout cas de faire en sorte que vous puissiez commander vos radiateurs à distance et 3. De
faire en sorte d'optimiser votre contrat avec votre fournisseur d'énergie, d'électricité ou de gaz. Merci à tous et à la prochaine vidéo.